Le sentiment d'impunité s'est installé partout, dans tous les quartiers. La délinquance, c'est 4-5 millions de crimes et délits tous les jours. On n'a jamais eu autant d'attaques au couteau, par exemple. On en a à peu près 44 000 par an, soit 120 par jour. Jamais autant d'agressions dans les transports. Vous pouvez avoir même des palais dorés pour les magistrats avec pléthore de moyens. S'ils ne veulent pas appliquer la loi parce qu'ils ne l'aiment pas, ça ne changera pas le problème. Ça n'est pas le montant de la peine qui impressionne le criminel. C'est la certitude qu'il exécutera sa peine. Comment voulez-vous continuer à avoir confiance en une justice qui prône une France sans prison, France sans frontières? On ne sait plus qui fait la politique dans ce pays. Est-ce que ce sont les politiques qui sont issus du suffrage universel et qui ont des comptes à rendre au peuple, ou des juges qui sont issus d'un concours et qui n'ont aucun compte à rendre au peuple? Lorsqu'un étranger est interpellé avec une OQTF non exécutée, qu'il est mis en rétention, mais vous aurez toujours un juge quelque part qui le relâchera à nouveau. La justice est-elle implacable ou à l'inverse trop laxiste? Doit-on s'inquiéter du nombre grandissant de détenus dans nos prisons ou au contraire nous en réjouir? La France est-elle au bord de l'ensauvagement? De cela, il est question dans votre livre Georges Fenech, donc votre livre qui s'appelle L'ensauvagement de la France et qui est publié aux éditions du Rocher. Georges Fenech, bienvenue chez Front Populaire. Donc je rappelle que vous êtes un ancien magistrat et également un ancien député du camp des Républicains. Oui. Alors, pour commencer cet entretien, ces derniers mois, on a eu beaucoup de nombreux, ces derniers mois, j'ai presque envie de dire ces dernières années également, de nombreux faits divers assez dramatiques. Et souvent, on a l'impression que les personnes qui sont appréhendées sont soit en situation d'obligation de quitter le territoire, soit sont multirécidivistes. Comment vous expliquez que l'État, la justice française, soit incapable de protéger les Français de ces personnes, qui ne devraient pas être soit sur le territoire, soit en liberté? Oui, vous abordez d'emblée donc les grandes préoccupations, qui ne sont pas récentes. Je fais partir d'ailleurs mon livre depuis un demi-siècle en réalité, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu raconter à travers ce que j'ai moi-même vécu au fond, soit comme magistrat, soit comme politique, cette lente dégradation qui ne s'est jamais interrompue sous tous les gouvernements, sous toutes les chancelleries, qui nous a amené à une situation effectivement d'une délinquance, d'une violence notamment absolument inédite aujourd'hui. Et je voudrais faire comprendre quelle est ma grille de lecture en fait de tous ces événements, parce que j'ai eu précisément cette double casquette, si vous voulez. Voilà, donc pour moi, la principale cause de cet état d'insécurité qui règne aujourd'hui dans notre pays vient d'une idéologie qui est apparue après les événements de 68, par la création le 8 juin 1968 précisément du syndicat d'administrature, et qui s'est retrouvée aux manettes avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980, et qui a imposé véritablement, avec une habileté extraordinaire, une doctrine nouvelle, intelligemment bâtie aussi par des esprits intellectuellement brillants, qu'on a appelé la doctrine de la défense sociale nouvelle, qui venait d'Italie en fait, et qui a été importée en France par un magistrat, Marc Ancel, et qui a diffusé. Et ce sont des générations entières de magistrats, dont j'ai fait partie, qui ont été, j'allais dire, biberonnés à cette nouvelle vision de la société et de la justice. Alors, avant de parler justement de la question de la justice, qu'on va aborder en long et en large, j'ai envie de parler d'abord avec vous du plan politique. Alors, Nicolas Sarkozy, parce que vous êtes un ancien sarkozyste, alors je ne sais pas si vous définissez comme ancien sarkozyste, mais en tout cas, vous avez été député sous son mandat présidentiel. Et également sous celui de Jacques Chirac. Tout à fait. Vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre, et vous racontez un échange avec Jacques Chirac sur ce point. Nicolas Sarkozy, c'est le président de la sécurité et du Karcher. Alors c'est le président. C'était des propos qu'il tenait quand il était au ministère de l'Intérieur auparavant, mais juste avant. Mais pour autant, c'était l'un des points forts de Nicolas Sarkozy. Et comment vous expliquez
finalement le relatif échec de Nicolas Sarkozy sur la sécurité? Donc, je vais répondre à votre question, mais pour compléter ce que j'étais en train de dire, en fait, cette idéologie, la défense sociale nouvelle, consiste à dire le criminel est avant tout une victime, avant d'être criminel. Victime d'une société discriminante. C'est la fameuse culture de l'excuse, il faut le comprendre, donc l'excuser. À partir de là, à quoi sert de le sanctionner? Vous vous rappelez le mea culpa de Lionel Jospin sur ce sujet d'ailleurs. Et effectivement, qui est en grande partie, la cause de son élimination pour le second tour des élections présidentielles. Il le dit lui-même. Je crois que ce courant, en fait, a essaimé au sein de la justice, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie, jusque dans les instances, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature, les commissions d'avancement, les commissions de discipline. Mais il a aussi essaimé dans la classe politique, à gauche bien entendu. On était acquis à la cause. On luttera contre la délinquance en luttant contre la misère. Et en fait, c'était une erreur totale d'avoir imaginé qu'en faisant reculer la misère, on ferait reculer la délinquance. Toutes les études sociologiques montrent que ça n'est pas le cas. Qu'en est-il, pour répondre plus directement à votre question, pourquoi finalement la droite, une fois au pouvoir, à toutes les époques d'alternance, de cohabitation, comment se fait-il que la droite n'ait pas inversé la tendance? Je crois pouvoir dire que la classe politique, y compris à droite, a été tétanisée par une magistrature conquérante qui affirmait un pouvoir et qui avait comme fantassin des juges d'instruction prêts à en découdre avec la classe politique. Ça a été la fameuse jurisprudence Balladur, tout ministre mis en examen doit démissionner. En fait, au bout de son sceptre, le juge tenait le politique. Donc il y a une crainte réelle des politiques de ne pas se mettre à dos une magistrature conquérante. Donc surtout, pas trop de réformes qui pourraient indisposer cette magistrature qui sortait de ses missions, en fait, pour se mêler de débats politiques. C'est une atteinte grave, pour moi, à la séparation des pouvoirs, sans que aucunement, à aucun moment, aucun garde des Sceaux, Premier ministre ou Président de la République, n'ait eu l'audace de rappeler à ces magistrats que leur mission, ça n'est pas de faire la loi, mais de l'appliquer, et sans idéologie, avec impartialité, contrairement à ce qu'affirme ce syndicat, depuis la fameuse harangue d'Oswald Baudot, qui était un magistrat, qui s'adressait à des auditeurs de justice qui allaient prendre leurs fonctions, en leur diffusant, on peut dire, prodiguant un sermon sur la montagne. Vous allez entrer dans une noble fonction très difficile, mais ne vous haussez pas du col, ne vous gargarisez pas de troisième pouvoir, vous faites un métier médiocre, celui de mettre en prison. Et si vous mettez en prison, ne comptez pas la prison en années, ni même en mois, ni même en semaines, ni même en jours, ni même en minutes, mais en secondes, comme si vous-même, vous deviez l'exécuter. En réalité, faites pencher la balance du côté du plus faible, selon la tradition capétienne. Soyez partiaux, c'est le fameux soyez, mais il y a des juges partiaux. Soyez partiaux. Soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, du salarié contre l'employeur, du voleur contre la police, du plaideur contre la justice. Qu'est-ce qu'on a un demi-siècle plus tard? La police tue, la police crie, le problème de la police, c'est la justice. Dans quelques jours, le syndicat de la magistrature participera activement aux journées de l'humanité, avec table ronde, solidarité, mouvement social contre les violences policières. C'est toujours, si vous voulez, la même idéologie qui n'a pas pris une ride et qui a explosé aux yeux de toute la France en 2013, à l'occasion de l'affaire du mur des cons, on se souvient, dans le local syndical, un mur dans lequel étaient épinglés des supposés adversaires de la justice. Sarkozy, on peut le comprendre de leur point de vue, mais ils avaient épinglé également 2 pères de famille
dont les filles avaient été assassinées, violées par Guy Georges notamment. Parce que ces juges reprochaient à ces pères de famille éplorés d'avoir créé des associations pour lutter contre les tueurs en série. Donc comment voulez-vous continuer à avoir confiance en une justice qui ne se contente pas d'appliquer la loi, qui écarte la loi, notamment sur les migrants, on y reviendra, lorsqu'elle ne leur plaît pas, et qui prône une France sans prison et une France sans frontières? Le résultat de ces décennies de laisser faire, de laisser aller, de crainte, etc., c'est le résultat d'une France aujourd'hui fracturée, parce que le sentiment d'impunité s'est installé partout, dans tous les quartiers, que les peines sont peu ou prou prononcées et encore moins exécutées, qu'on n'a jamais voulu construire effectivement un parc pénitentiaire à la hauteur d'un pays comme la France. Je rappelle qu'en France, on a à peu près 60 000 places de prison. En Grande-Bretagne, il y en a 96 000, par exemple. Donc tout cela s'explique, il y a une cohérence. Et malheureusement, on n'en sort pas par manque de volonté politique. Alors justement, la droite, on a tendance à dire que la droite, c'est la sécurité, l'ordre, et pourtant, vous l'expliquez bien, et vous l'avez abordé d'ailleurs un tout petit peu avant, la droite n'arrive pas à imposer. Alors comment on explique l'incapacité que semble avoir la classe politique dans son ensemble à réformer le système Alors, judiciaire? la droite a quand même tenté, sous Nicolas Sarkozy par exemple, ont été adoptées les peines planchées pour les récidivistes, dissuader la récidive. Quand Christiane Taubira est arrivée à la chancellerie, elle a immédiatement abrogé les peines planchées. La droite aussi, encore sous Nicolas Sarkozy, avait engagé un programme de construction de 20 000 places de prison. Même Madame Taubira a mis au placard ces constructions de places de prison. Les prisons, ça ne sert à rien, c'est criminogène. Il faut des peines, toujours des peines de substitution, des peines alternatives. Ça fait doucement rire les dealers dans les quartiers où on peut considérer que c'est devenu des zones qui leur appartiennent, où ils font régner leurs propres lois. La droite, qu'a-t-elle fait encore? Mais la droite a aussi sa part de responsabilité. Je cite dans mon livre des circulaires de garde des Sceaux de droite qui n'avaient strictement rien à envier à celles de Robert Badinter. Si vous voulez, il y a eu une forme de contamination de ce courant, y compris à droite, qui n'a pas fait véritablement la politique pour laquelle elle avait été élue. Ce qui explique d'ailleurs cette crise de confiance également vis-à-vis des partis de gouvernement de droite. À vous lire, on a aussi l'impression que vous reprochez quelque part à la justice de trop s'intéresser aux politiques au détriment, pas vraiment au détriment, mais plus aux politiques qu'aux petits délinquants. Alors peut-être que j'ai mal compris ce que vous écriviez, mais alors moi je vais me faire l'avocat du diable, mais si jamais l'élite n'est pas irréprochable, comment en vouloir, vous voyez bien que je force le trait, aux délinquants finalement de se dire, après tout si ça passe en haut, pourquoi moi je le ferais pas? C'est un raisonnement que j'entends. Sauf que ce courant dont je parle considère que la délinquance de droit commun, de rue, de violence, etc., cette petite délinquance, en réalité, mérite une attention particulière. Par contre, celle commise par les élites, celle-là est beaucoup plus grave. Et donc, on va mettre la priorité sur ce qu'on a appelé, dans ces années-là, la délinquance en col blanc. Et on a vu des armadas, véritablement, de juges d'instruction prêts à en découdre. Ça a été les affaires. Je ne dis pas que la classe politique était propre, loin de là. J'ai moi-même ouvert la première affaire de financement de partis politiques sous la Ve République. J'étais juge d'instruction à Lyon. Dieu sait si j'ai combattu aussi cette dérive. C'était une époque où on s'auto-amnistiait. Enfin bon, c'était évidemment contraire à la démocratie. Et ça a fait du bien, quelque part. Mais de là à négliger la délinquance de rue, violente, cambriolage, assassinat, trafic de drogue, et ne se préoccuper pratiquement que, soi-disant, de ce qui peut être sanctionné, on voit bien le prisme idéologique dans cette affaire. Donc moi, et on a vu apparaître les pôles économiques et financiers, boulevard des Italiens, en grande pompe, inauguré par Isabelle Guigou. Tout ça, si vous voulez, ça... Après il y a eu le parquet national financier, très bien. Très bien, il faut effectivement s'attaquer à la corruption, à ces choses-là, mais qui sont infinitésimales dans la classe politique, infinitésimales, voyez-vous, alors que la délinquance, c'est 4-5 millions de crimes et délits tous les jours.
On n'a jamais eu autant d'attaques au couteau, par exemple. On en a à peu près 44 000 par an, soit 120 par jour. Jamais autant d'agressions dans les transports. Jamais autant de règlements de compte à la Kalachnikov ici ou là. Jamais autant de manifestations et d'émeutes violentes. Et d'ailleurs, les émeutes et les manifestations violentes, du point de vue du syndicat administratif, c'est la nouvelle forme de lutte des classes sociales. Voyez-vous ? Donc, c'est ce prisme-là, si vous voulez, qui a déséquilibré les missions du juge en pardonnant, excusant le délinquant, le clandestin, etc., et en faisant de la lutte contre la délinquance au col blanc la seule lutte qui vaille. Et vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'un ministre mis en examen doit rester en poste? Parce que j'ai bien compris que pour vous, la directive de M. Balladur n'était pas forcément souhaitable, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rappelez toujours le grand principe de la présomption d'innocence. Bien d'accord, mise en examen, je peux vous citer beaucoup de cas de politiques de haut niveau qui ont été mis en examen, traduits devant le tribunal médiatique et qui ont été contraints et forcés d'abandonner leurs fonctions. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Roland Dumas. Roland Dumas a été obligé de quitter la présidence du Conseil constitutionnel. Au bout du compte, souvenez-vous, au bout du compte, à la Cour d'appel, il a été relaxé de tout. Mais je peux vous en citer d'autres exemples. Mais pour autant, lorsqu'il y a une mise en cause qui repose sur des éléments tangibles et qui mettent en cause la probité d'un politique ou d'un ministre en particulier, ça ne peut que préjudicier à la fonction ministérielle et donc à l'action du gouvernement. C'est à ce moment-là la décision du gouvernement de retirer ce ministre pour ne pas entacher. Vous voyez, par exemple, quand François Bayrou, garde des Sceaux, est mis en examen, il démissionne. Il comprend bien qu'il ne peut pas se maintenir. Et là, tout à coup, il y a eu un revirement depuis Emmanuel Macron qui a fait litière de cette jurisprudence et qui a maintenu Éric Dupond-Moretti dans ses fonctions de garde des Sceaux alors qu'il était mis en examen. Cette mise en examen affleurait bon d'ailleurs un peu le règlement de compte d'une partie des magistrats contre l'ancien avocat, devenu garde des Sceaux. Donc, on peut comprendre que le président de la République n'ait pas voulu tirer les conséquences de cette mise en examen. Attendons de voir maintenant ce qui se passera devant la Cour de justice de la République. Mais que les juges rendent la justice, que les politiques fassent de la politique, c'est ça qui me paraît important. Et je voudrais citer peut-être ce que disait le général de Gaulle quand il était président. Il avait fait une fameuse conférence de presse dans laquelle il avait dit « Il n'y a aucune autorité qui ne relève, qu'elle soit civile, militaire, religieuse, judiciaire, qui ne dépendent du chef de l'État, représentant du suffrage universel. » Et d'ailleurs, le général de Gaulle se méfiait aussi de velléité des juges, puisqu'il avait en quelque sorte relégué la justice, selon Montesquieu, troisième pouvoir, à simple autorité judiciaire dans la Constitution. Et je peux citer un autre président de la République, François Mitterrand, qui avait dit, alors qu'il était garde des Sceaux, il avait dit « Les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République ». Alors, on va parler un petit peu de ce syndicat de la magistrature. Vous l'avez déjà bien abordé, mais je voudrais qu'on y revienne un petit peu plus en détail. Comment vous expliquez son influence grandissante, alors que finalement, ils ne sont pas si nombreux? Oui, on se pose souvent cette question. D'abord, ils ont une représentativité qui est quand même très significative au sein de l'institution, puisqu'aux dernières élections professionnelles, ils ont enregistré quelques 33% en pourcentage, donc un magistrat sur 3. Mais leur influence, elle va au-delà. Elle va au-delà même du corps de magistrature, puisqu'elle a derrière elle une grande partie des médias qui sont acquis à la cause, d'autres organisations de gauche également, voire d'ultra-gauche. Et donc vous avez là toute une espèce d'intelligentsia un peu qui sait se mobiliser. Donc elle a une influence dans les médias, je vous disais, ce qui, par ricochet, tétanise la classe politique qui n'aime pas être brocardée dans les grands journaux que sont Le Monde ou Libération à l'époque, etc. Et donc cette influence, elle est beaucoup plus importante en réalité que la seule représentativité au sein du camp. Enfin, est-ce que vous trouvez normal, alors,
est-ce que vous trouvez normal que des magistrats, sous couvert de syndicalisme, appellent à faire battre un candidat à la présidentielle? Trouvez-vous normal qu'après les émeutes du mois de juin-juillet, alors que le garde des Sceaux a tout à fait opportunément adressé une circulaire à tous les procureurs de la République en leur demandant de la rapidité et de la fermeté, est-ce que vous trouvez normal que le syndicat, le lendemain, diffuse une contre-circulaire, alors ça j'avoue que je ne l'avais jamais vu, une contre-circulaire à celle du garde des Sceaux, pour dire mais pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut traiter et criminaliser les mouvements sociaux. Et elle a adressé sa circulaire à tous les procureurs généraux, les présidents de chambre, le tribunal. Vous voyez donc qu'on ne sait plus qui fait la politique dans ce pays. Est-ce que ce sont les politiques qui sont issus du suffrage universel et qui ont des comptes à rendre au peuple, ou des juges qui sont issus d'un concours et qui n'ont aucun compte à rendre au peuple? Est-ce que vous trouvez normal que ces juges, je le disais à l'instant, brogardent comme ça des ennemis de la justice? Est-ce que vous trouvez normal qu'ils diffusent pendant les manifestations un guide du manifestant pour se protéger des violences soi-disant policières? Et je pourrais continuer longtemps à égrener quand ils disent par exemple que juger est un acte politique, que le débat politique doit entrer dans les prétoires. En fait, c'est une justice subversive, c'est une justice révolutionnaire. C'est la révolution en robe. Voyez-vous? Et les Français commencent à s'en rendre compte. Parce qu'ils voient bien la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils voient bien qu'un policier, lorsqu'il fait la moindre erreur, est immédiatement incarcéré, que les trafiquants de stupes sont immédiatement relâchés. Il se dit, mais où est notre justice? Que fait-elle? Le syndicat de la magistrature, à quel point il est craint en interne? Vous êtes un ancien juge, donc vous avez eu à le côtoyer, à l'affronter, parce que vous êtes aussi un ancien syndicaliste. Est-ce que votre combat contre ce syndicat est partagé? Mais nous étions une poignée à vouloir résister. On voyait bien la dérive qui s'installait depuis l'arrivée de Robert Badinter à la chancellerie. Et donc on a créé une association professionnelle des magistrats que j'ai présidée à une certaine époque. On a appelé association pour bien montrer notre peu d'appétence pour le syndicalisme politique qui plus est. Mais nous étions effectivement un syndicat pour pouvoir s'exprimer. Je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Au mieux de nos forces, nous représentions 15% à peu près du corps. Vous imaginez trouver des candidats dans chaque juridiction pour présenter des listes alors que leur président appartient au syndicat magistrature, qu'il a la notation, qu'il tient entre ses mains sa carrière. Et on a eu des préjudices de carrière terribles, des poursuites. J'ai été poursuivi dans le tribunal correctionnel par Mme Guigou à l'époque. Ils ont eu notre peau. En fait, notre syndicat a disparu petit à petit. C'est une coquille vide aujourd'hui. Donc si vous voulez préserver votre carrière, même si vous n'êtes pas d'accord avec soyez les défenseurs du voleur contre la police, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça a intérêt à vous taire, si vous voulez ménager votre carrière. Car ces juges ont tout investi, les commissions d'avancement, c'est là où se passent les carrières. Donc voilà, il y a cette crainte, cet terrorisme intellectuel de ces magistrats qui savent se rassembler, s'exprimer, qui manifestent même. Moi j'ai vu des juges du 5e Estrie manifester auprès des migrants, dans les rues. Ce sont des juges qui le lendemain vont siéger. Et moi je comprends quand Nicolas Sarkozy se retrouve devant une magistrate du syndicat de magistrature qui le met en examen et dit « mais c'est mon adversaire ça ». Oui. Donc il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça. Et démocratie, dans les autres démocraties, vous ne trouverez pas de syndicats purement politiques, même s'ils défendent des intérêts professionnels, de salaire, de ceci, mais ils sont là d'abord et avant tout pour imposer une idéologie. Et ça, c'est terrible pour le fonctionnement d'une démocratie. Vous parliez du mur des comptes tout à l'heure. On a l'impression finalement que ça a été un petit séisme, mais que c'est très très vite passé dans l'oubli en fait. Mais parce que personne n'a rien fait. Si, j'avais interpellé à l'époque Madame Taubira, qu'est-ce que vous attendez pour engager des poursuites? Oh, j'ai saisi le Conseil supérieur d'administration. En réalité, elle a saisi rien du tout, parce que ce n'était pas la bonne instance qu'il fallait saisir, donc
Ça fait flop. Sauf que les victimes, moralement, celles qui étaient sur le mur, je parle des pères de famille, ils ont quand même déposé plainte. Il y a eu un procès. La présidente du syndicat d'administration a été traduite devant le tribunal correctionnel de Paris. Que pensez-vous qu'il advienne? Une peine très forte. 500 € d'amende avec sursis. Et dans la foulée, une promotion à Bordeaux. Donc, voilà. Ils se jugent, ils se sanctionnent. Et corporatisme, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, si on veut que les choses changent, il y aurait une première mesure à faire dans l'urgence, c'est supprimer l'École nationale de la magistrature. On a oublié que les courtes peines ont une vertu, ça fait réfléchir. Si vous ne sanctionnez pas 10 fois, 20 fois, 30 fois, comme je l'ai vu dans des casiers judiciaires, le sentiment c'est qu'on ne fait rien. On n'a pas construit quand il fallait. On n'a pas non plus construit suffisamment de centres éducatifs fermés pour les mineurs. Il n'y en a même pas un par département, vous imaginez. La prison, ça a quel but en réalité? C'est de protéger la société, évidemment. C'est de dissuader, mais aussi de réinsérer pendant cette phase. Or, aucun des 3 buts n'est atteint.